peu connu des Sénégalais et même d'une partie des professionnels de la santé. À l'occasion de la journée mondiale de l'hémophilie, l'association des hémophiles invite les Sénégalais à s'informer et les autorités à faciliter l'accès aux médicaments. Nous irons à Ngandjouf dans le département de Tivaouane. Les populations déplacées du site d'un projet d'exploitation de phosphate ont manifesté pour bloquer les travaux. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de la politique étrangère du nouveau régime. Quelle diplomatie pour le Sénégal sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye. À la mise en onde d'Abdoulaye Diop. Le président Bassirou Diomaye Faye en Mauritanie pour rencontrer son homologue Mohamed Ould Ghazouani à Guet-Ndar, ville de pêcheurs. Les attentes sont immenses. Les professionnels de la pêche veulent que cette visite soit mise à profit par les deux chefs d'État pour régler définitivement les problèmes entre le Sénégal et la Mauritanie sur les accords de pêche. Ils demandent également la restitution de toutes les pirogues, une centaine, à raisonner entre Nouakchott, Ndiago et Nouadhibou. Ousseynou Diop. La visite du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, en Mauritanie est une bonne chose pour Vieux Morgueil, l'un des responsables des pêcheurs de Guet-Ndar. Selon lui, cette visite sera une occasion pour le nouveau président sénégalais de discuter des licences et contrats de pêche avec les autorités mauritaniennes. On attend beaucoup de choses de cette visite. Les pêcheurs de Guet-Ndar veulent surtout une révision des contrats sur les licences de pêche. Nous voulons aussi des licences pour les petites pirogues. Pour les affrètements également, il faut réviser les contrats. Pour les acteurs de la pêche, beaucoup de problèmes freinent les relations entre les deux pays. Par exemple, pour la quinzaine, on paye beaucoup d'argent. Parfois, après 2 semaines de travail, on rentre bredouille. On est obligé d'emprunter de l'argent pour payer nos dettes. Entre le Sénégal et la Mauritanie, je peux dire que nous sommes un seul peuple. Il faut qu'il discute avec son homologue mauritanien pour que les Sénégalais puissent être traités au même pied d'égalité que les Mauritaniens. Je demande au président Bassirou Diomaye Faye de discuter avec le président mauritanien de tous les problèmes que nos compatriotes rencontrent là-bas. Nous avons confiance en lui. Les pêcheurs de Guet-Ndar plaident également pour le retour des centaines d'embarcations arraisonnées en République islamique de Mauritanie et veulent que le chef de l'État prenne en charge cette doléance vieille de plusieurs années. Nous avons beaucoup de pirogues entre Nouadhibou, Nouakchott et Ndiago. Nous voulons recevoir ce matériel. Beaucoup de familles sont pauvres parce que tout simplement leur matériel de pêche est en Mauritanie. Le président Bassirou Diomaye Faye doit se rendre en Mauritanie dans les heures à venir. Chez les pêcheurs de Guet-Ndar, les attentes sont immenses pour développer le secteur de la pêche qui ne nourrit plus son homme depuis des années. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. Le président Bassirou Diomaye Faye, plébiscité par la communauté mauritanienne du Sénégal. D'ailleurs, sa visite en terre maure est pour elle une occasion de consolider les liens entre les deux pays. Aussi, pour les Mauritaniens vivant au Sénégal, cette visite est une opportunité pour redéfinir leurs engagements pour l'exploitation du gaz et du pétrole. Reportage Nafissa Toussila. Nous sommes sur la rue 6 à la Médina, devant une clinique où de nombreux Mauritaniens viennent se faire consulter. Une bonne dizaine défilent devant l'entrée. Interpellés sur la visite du président Bassirou Diomaye Faye à Nouakchott, ils s'en réjouissent. Une visite qui pour eux ne fera que consolider les relations entre les deux pays. Et au cœur des discussions entre les deux chefs d'État, le pétrole et le gaz. Les Mauritaniens se sont déjà fait une idée. C'est très important. Je pense que les deux pays doivent continuer à coopérer. Le gaz, il est important pour les deux pays, évidemment. On doit se donner les moyens de donner du travail, de l'emploi aux ouvriers mauritaniens, aux ouvriers sénégalais aussi, parce que c'est important, c'est une ressource pour les deux pays. Un peu plus loin, nous entrons dans la boutique de Mohamed. Il vend des meulfeux, ces étoffes teintes qui ne viennent de son pays. Lui aussi mise sur le pétrole et le gaz, au-delà des liens séculaires. Je pense bien qu'ils vont discuter du pétrole et du gaz pour que chaque partie y trouve son compte, mais aussi pour que aussi bien le Sénégal que la Mauritanie puissent en bénéficier, mais pas que les pays étrangers comme
les pays européens prennent tous les bénéfices et les bienfaits de ces ressources-là. Le tout premier voyage à l'étranger du président Bassirou Diomaye Faye est prévu demain en terre mort, un voyage qui devra être bénéfique pour les deux pays. RFM, la radio de toute l'actualité. Évoquons ce drame survenu au quartier Aloubaïniang à Yeumbeul, un aviculteur poignardé puis égorgé dans son poulailler. Le drame a eu lieu cette nuit. Les riverains, très inquiets, réclament plus de sécurité dans la zone. Mamaya Sarr, leur porte-parole avec Amina Taba. C'est vraiment déplorable parce qu'un jeune nommé Pape Diaw, un frère habite ici depuis des années, a acheté ici une maison. En même temps, dans la maison, il y a une chambre là où il dormait. Le poulailler était dedans. Hier, on nous a signalé qu'il était poignardé, en même temps égorgé. C'est vraiment triste pour Yeumbeul Nord, pour Darussalam 6 à la Baïna. Franchement, nous demandons à que les autorités nous aident aussi à faire des lumières aussi parce que ça manque des lampadaires. Donc c'est un quartier aussi, il y a de l'insécurité, surtout ici à Porte Bleue, à Rebaï aussi. Donc il y a le manque de sécurité là-bas parce qu'un jeune homme égorgé dans un quartier là où il y a beaucoup d'habitants. Donc franchement, nous demandons de l'aide à des autorités aussi. La police est venue ici hier faire l'enquête, mais pour le moment, Darussalam 6 tous, on a peur le fait que maintenant les gens entrent ici, égorgent les gens et sortir, donc on ne sait pas c'est qui. Mais franchement, nous demandons de l'aide à les autorités et aussitôt nous prions que le bon Dieu, franchement, fait tout pour qu'on puisse trouver les assassins. Criminalité toujours, mais criminalité transfrontalière cette fois-ci avec ces saisies records de drogue et de faux billets au Sénégal, notre pays qui devient une plaque tournante de la criminalité transfrontalière. Tout à l'heure, on va s'interroger sur les conséquences de ces trafics illicites sur la sécurité nationale dans un dossier qui nous sera proposé par Mohamed Alimouba. Avant cela, évoquons cette transaction entre la société nigérienne de pétrole et l'État du Mali, la société nigérienne de pétrole qui va fournir au Mali 150 millions de litres de carburant avec un prix préférentiel de 328 francs CFA le litre. Serait-ce une menace pour le port autonome de Dakar où transite une bonne partie du carburant importé par le Mali? La question mérite d'être posée, mais des experts à qui nous avons donné la parole sur la question estiment que le Sénégal pourrait perdre un client de taille, mais que pour l'instant, cette transaction n'aurait qu'un impact marginal sur le port autonome de Dakar. Le Mali devrait recevoir plus de 150 millions de litres de gasoil du Niger. Selon Ibn Sougoufara, économiste de l'énergie, cela va permettre au Mali d'alimenter ses centrales électriques, mais l'impact pour le Sénégal est négligeable. Aujourd'hui, le Mali fait face à un impact quand même assez considérable parce qu'avec 150 millions de litres transportés, les coûts de transport seraient énormes pour eux. Compte tenu maintenant de la situation ici dans la sous-région, la contractualisation de vente d'électricité et d'achat d'électricité n'est pas encore mise en place, carrément. Les problèmes d'interconnexion sont là, mais je pense que 20 MW ne fait pas une grande différence. Les Maliens prennent beaucoup plus d'électricité en Côte d'Ivoire qu'ici au Sénégal. Donc la position financière tourne autour de presque 91 milliards avec la Côte d'Ivoire. Donc l'impact n'est pas encore assez énorme puisque nous aussi, on est un peu latent sur le développement de la production. Donc 20 MW n'est pas énorme dans notre portefeuille, je pense. Selon l'économiste Ahmed Ndiaye, une légère perte se fera sentir du côté du Sénégal, même si l'impact n'est pas assez énorme. Le Sénégal exporte en moyenne 708 milliards cette année au Mali. Alors maintenant, si vous sortez vous dites que c'est 45 milliards. Donc vous voyez, donc le premier impact c'est ça. Donc c'est 708 milliards, mais on va perdre 45 milliards. Mais maintenant, le Sénégal va certainement réagir à chercher d'autres clients. Mais donc maintenant, c'est 45 milliards qui sont perdus sur 708 milliards qui sont exportés chaque année au Mali. Le Sénégal exporte 708 milliards.
Donc, tous des produits pétroliers. Si vous estimez que c'est 42 milliards, c'est pas beaucoup. Mais moi, si j'estime ça sur le cours actuel de Rotterdam, le cours de Rotterdam aujourd'hui, pour moi, c'est 72 milliards, la valeur. Donc, je peux dire que c'est ça l'impact, en termes de chiffres. Selon nos deux interlocuteurs, le Sénégal doit profiter de cette situation pour chercher d'autres clients potentiels afin de combler ce manque à gagner. Les syndicalistes de la Poste précisent qu'aucun travailleur n'a été licencié, contrairement à certaines allégations. Ils soulignent que les 200 personnes évoquées sont des agents en fin de contrat. Les postiers qui demandent au nouveau président de la République de finaliser le plan de départ volontaire avant la fin de l'année. Écoutons Ahmed Diouf, secrétaire général du syndicat national des travailleurs des postes, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Au niveau de la Poste, il n'y a pas eu de licenciement. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fin d'année 2023, il y a des travailleurs qui étaient en situation de CDD qui n'ont pas vu leur contrat renouvelé. Et ce qui l'explique aujourd'hui, c'est la situation de l'entreprise. Parce que comme vous le savez, la Poste est en pleine restructuration et le sous-comité était en train de travailler pour, en tout cas, relancer l'activité postale, et il y avait d'autres points aussi qui ont été retenus pour sauver la Poste. Donc ensuite il y avait le plan de départ volontaire qui était signé entre la direction générale et les partenaires sociaux. Donc on attendait la finalisation de ce processus pour voir comment faire pour maintenant régulariser la situation de ces CDD. Justement, où en est le plan de départ volontaire qui devait concerner plus de 2700 employés de la Poste? Le protocole était déjà par les syndicats et la direction générale. On avait chiffré à plus de 30 milliards donc le montant qui était en tout cas séquencé sur 3 années, et chaque année il y avait une partie qui devait partir. Maintenant, ce plan, effectivement, n'a pas été budgétisé en 2024. On attendait en tout cas en cours d'année une loi rectificative pour pouvoir budgétiser donc ce montant-là pour qu'on puisse démarrer donc, à vraiment laisser partir une certaine partie du travail qui souhaiterait partir. Pour le moment, personne n'est parti parce que ça n'a pas été budgétisé, parce que le budget devait être pris en charge par l'État du Sénégal. Comme vous le savez, la Poste est dans des difficultés et donc la Poste ne pouvait pas prendre en charge donc ce montant. Donc voilà, on attendait la finalisation du processus, mais malheureusement, entre-temps, il y a eu changement de régime, mais nous gardons espoir donc quant à la finalisation, en tout cas du dossier global de la restructuration de la Poste. Exploitation du phosphate dans la commune de Ngandjouf, située dans le département de Tivaouane. Les populations s'opposent au projet. Elles ont même bloqué les travaux pour exiger le paiement intégral des impenses. Elles ont tenu un sit-in au niveau du site d'exploitation pour s'offusquer de leurs conditions de vie au niveau de leur site de recasement. Il n'y a ni eau ni électricité. Interrogé sur ces multiples griefs, le sous-préfet de Niakhène tient un autre discours. Cheikh Anta Diop. Ils ont été délogés de leur maison, des champs dévastés pour l'implantation d'une société d'exploitation de phosphate dans la zone. Les habitants des villages de Ngassama, Begel, Ndarlanger, Nguetingaraf se sont regroupés en collectif pour dénoncer ce qu'ils jugent scandaleux. Ibrahim Sey, un habitant du village de Ngassama. Depuis 2018, l'entreprise Zefos a installé ici à Ngassama pour exploiter le phosphate qui s'étend d'une superficie de 6800 hectares. Ce n'est qu'un début, mais un début très difficile pour les populations. La question des champs, parce que le sous-préfet de l'arrondissement de Niakhène avait dit qu'on va évaluer tous les champs qui ne font pas partie de la zone d'exploitation pour l'instant. Et on va sécuriser ça. On va mettre ça dans des papiers. Et chacun d'entre nous, on va leur donner son papier qui garantit son champ. Mais jusqu'à présent, on n'a rien grossi, on n'a rien vu. Nous, population de Ngassama, aujourd'hui, on est là dans le site, nous revendiquons nos droits. On nous a déguerpis. Vraiment, on est fatigués. Pire, selon eux, un site a été aménagé pour reloger les impactés. Mais le site manque de tout. Depuis que l'entreprise nous a déplacés ici et nous a amenés là-bas à Galbert, dans notre site de recasement, à Kébémer Roïs. On avait signé beaucoup de protocoles. Les autorités n'ont pas respecté ces accords-là. Compte tenu de tous ces facteurs, les impactés ont élu domicile au niveau du site d'exploitation. Ils ont immobilisé les 4 pillards, dampères et autres matériels en attendant l'intervention du sous-préfet de l'arrondissement de Niakhène et du maire de Ngandjouf. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Corriger l'injustice, c'est ce que le groupe Yavouz Selim réclame au président Bassirou Diomaye Faye dans une lettre qui nous est parvenue. Le président du conseil d'administration qualifie de drame social la fermeture de tous les établissements scolaires du groupe Yavouz Selim SA depuis 2017, ce qui a perturbé le parcours scolaire de 3500 élèves.
Madiambal Diagne, PCA du groupe Yavuz Selim, joint par Boubacar Dian. Pris de court, nous avions formulé des recours devant la justice, nous avions interpellé l'opinion publique, nous avions fait des recours gracieux à l'attention du gouvernement du Sénégal, mais ça n'avait pas servi à quelque chose. L'école avait été fermée, des milliers d'élèves avaient été jetés dans la rue, des emplois avaient été perdus, un préjudice moral, psychologique a été, disons, causé aux personnes qui étaient impliquées dans l'exploitation de cette école-là. Et aujourd'hui, nous avons estimé devoir nous en référer une nouvelle fois au président de la République du Sénégal, qui se trouve aujourd'hui être de son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. Nous lui avons écrit une correspondance pour lui demander de nous rétablir dans nos droits. Tant qu'il n'ignore pas le problème, parce qu'il avait ses enfants qui étaient scolarisés dans nos établissements et qui connaît bien le problème, vu la dimension de l'école, mais aussi vu l'apport que cette école-là avait pu faire dans la consolidation du système éducatif sénégalais, parce que tout le monde sait le niveau d'excellence auquel Yavuz Selim avait porté le secteur de l'éducation. Est-ce que vous espérez que l'appel sera entendu? On l'espère bien, parce que ce ne sera que justice qui nous sera rendue. Nous sommes des citoyens sénégalais, mais aussi avec nos partenaires étrangers qui avaient investi dans le secteur de l'éducation. Donc aujourd'hui que le président de la République soit conscient de cette situation-là, nous n'en doutons pas. Et comme je l'ai dit tantôt, il était parent d'élèves chez nous. Il voyait un peu la qualité et la rigueur qu'il y avait au niveau de l'école. Et je pense que le rêve qu'il avait pour ses enfants ou l'ambition qu'il avait pour ses enfants de les inscrire dans notre école, il doit nourrir cette ambition et ce rêve-là pour tous les autres enfants sénégalais. Et c'est pour ça que nous appelons le président Bassirou Diomaye Faye de nous rappeler dans nos droits. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Un mot sur la journée mondiale de l'hémophilie. Au Sénégal, la maladie n'est pas très connue des populations et une partie des professionnels de la santé. D'ailleurs, sur une prévision de 1800 hémophiles, seuls 400 sont détectés et l'association des hémophiles du Sénégal lance un appel aux autorités pour une plus grande disponibilité des médicaments. Les hémophiles du Sénégal invitent les populations à s'informer sur cette maladie. À Wambaye. L'hémophilie est un trouble de la coagulation qui se manifeste par un temps de saignement qui dure plus longtemps que la normale. Elle est héréditaire et touche essentiellement les garçons. Au Sénégal, le nombre d'hémophiles connus est estimé à 400 et l'association qui les regroupe sensibilise les populations sur cette maladie pas du tout connue. Abdoulaye Loum, le président. Sur une prévision de 1800 hémophiles que nous devrions avoir, actuellement nous n'en sommes qu'à 400. Donc ça veut tout dire. La maladie est méconnue. La disponibilité des médicaments, leur principal problème. Aujourd'hui, ils ont accès aux produits grâce aux dons de la Fédération mondiale de l'hémophilie, selon Abdoulaye Loum. Aux autorités déjà de nous aider par rapport à la disponibilité des médicaments. Parce que comme c'est des dons que nous recevons, si imaginez un peu, bonjour, si la structure qui nous fait ces dons-là, à savoir la Fédération mondiale, nous disait qu'elle n'est plus apte à faire ces dons, ça serait vraiment compliqué. Le traitement, ce sont des concentrés de facteurs. Nous avons les facteurs 8, les facteurs 9 et les facteurs 7. C'est ces injections-là que les hémophiles prennent afin de pouvoir permettre au sang de pouvoir coaguler correctement. Maintenant, ces concentrés de facteurs-là, c'est ce que nous recevons sous forme de dons de la Fédération mondiale. Elhadj Abbas Meng, coordonnateur des activités de l'Association sénégalaise des hémophiles, pense que les autorités doivent prendre en charge elles-mêmes les médicaments pour éviter tout risque de rupture. Vu que les facteurs de coagulation, nous les obtient par don, et maintenant, c'est par la Fédération mondiale de l'hémophilie. Et maintenant, il se trouve que la demande est plus forte et le quota qu'on nous octroie est devenu encore plus faible. D'où l'importance de la prise en charge. On aimerait que nos autorités administratives nous associent à leur ligne de crédit. Les hémophiles du Sénégal profitent donc de cette journée mondiale pour mieux faire connaître leurs maladies et leurs préoccupations. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec vous, Georges Déthié Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane. Au Mali, la force conjointe de l'Alliance des États du Sahel neutralise plusieurs terroristes. Une annonce de l'état-major général des forces armées maliennes à travers un communiqué. Les opérations ont été menées récemment. Sodakiam. Selon l'état-major général des armées maliennes, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont mené plusieurs actions qui ont conduit à la neutralisation de plusieurs groupes terroristes et à la destruction d'importantes bases logistiques dans les zones frontales. Le 10 avril dernier, la coordination a permis de procéder à une frappe nigérienne qui a détruit un important lot de logistique et neutralisé plusieurs terroristes dans la zone d'Amalaoulao.
dans le secteur de l'Abezanga. Quelques jours plus tard, plus précisément le 13 avril, une importante quantité de matériel de guerre a été détruite. S'y ajoute la neutralisation de plusieurs terroristes aux environs du village de Hurara, au nord-ouest de l'Abezenga, à la frontière entre le Mali et le Niger. Le même jour, dans le secteur de Douna, à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, une action conjointe impliquant des vecteurs aériens maliens et burkinabés a permis de démanteler une importante base logistique. Dans un communiqué, l'état-major général des armées a magnifié cette coordination, mettant en lumière l'efficacité des opérations conjointes des forces de l'AES face aux groupes terroristes. En Éthiopie, la conférence de Genève a reçu la promesse de 630 millions de dollars pour une aide vitale, chiffre encore très loin des 3 millions de dollars recherchés par l'ONU afin de financer le plan de réponse humanitaire en 2024. La conférence est organisée par les Nations Unies avec les gouvernements de l'Éthiopie et du Royaume-Uni. Elle vise à recueillir des engagements pour venir en aide à environ 15,5 millions de personnes cette année en Éthiopie. Santé, les États-Unis annoncent un partenariat avec 50 pays. C'est ce qu'on fait savoir des responsables américains. Objectif, renforcer les systèmes de santé dans ces pays dans le cadre d'une nouvelle stratégie mondiale de prévention d'une nouvelle pandémie. Anna Rocha. L'offre des États-Unis consiste à soutenir différents pays partenaires, pour la plupart africains et asiatiques. Selon le président américain Joe Biden, la stratégie mondiale de sécurité sanitaire devrait aider à prévenir, détecter et répondre efficacement aux menaces biologiques pour éviter une crise sanitaire mondiale comme celle que l'on a connue en 2020 avec la pandémie de Covid-19. Si cette stratégie vise à protéger les populations mondiales, elle devrait aussi permettre de rendre les États-Unis, je cite, plus forts, plus sûrs, plus sains que jamais en temps de crise, a écrit le président Biden dans un communiqué publié mardi et relayé par plusieurs médias étrangers. L'administration Biden a bien l'intention de dérouler cette nouvelle stratégie avec ou sans traité. Le Congo fait d'ailleurs partie des pays où la stratégie américaine a déjà démarré. Le gouvernement américain aide le pays à faire face à une épidémie de virus Pox avec des doses de vaccins. Il s'agit, selon l'Organisation mondiale de la santé, d'une urgence mondiale avec plus de 91 000 cas répartis dans 100 pays. L'annonce de cette nouvelle stratégie intervient au moment où les États-Unis peinent à trouver un accord sur la prévention des futures pandémies. La guerre à Gaza, l'escalade au Moyen-Orient figure en bonne place dans l'ordre du jour du sommet européen qui se tient à Bruxelles ce mercredi. De nouvelles sanctions de l'Union européenne pourraient être décidées contre l'Iran, à l'instar de celles qui vont être imposées par les États-Unis. L'Iran qui célèbre ce mercredi la journée de l'armée, l'occasion de saluer le succès de son attaque contre Israël et de réaffirmer que sa réponse serait féroce en cas de riposte israélienne. En Ukraine, au moins 13 personnes tuées dans une triple frappe russe ce matin à Tchernigiv dans le nord du pays. Plus de 60 blessés. Selon le ministre de l'Intérieur, le bilan risque de s'alourdir. Au moins 3 personnes étant portées disparues et les recherches se poursuivent. Merci Georges Déthié Diop, il est 12h25. RFM, la radio de toute l'actualité. Je vous l'annonçais, vous l'aurez constaté ces derniers temps, ces saisies records de drogue et de faux billets au Sénégal, notre pays qui devient une plaque tournante de la criminalité transfrontalière. Ce midi donc, on s'interroge sur les conséquences de ces trafics illicites sur la sécurité nationale. Mohamed Ali Mouba a effectué une petite enquête. Selon le colonel de gendarmerie à la retraite Sankoum Fati, le Sénégal n'a plus le choix que de lutter, envahi qu'il est par des menées subversives. Trafic de faux monnayage, drogue, trafic d'armes, le cocktail et explosifs. La menace doit être combattue de façon globale et de façon coordonnée. D'abord, sur l'intégrité territoriale, vous savez, on doit faire face à l'irrédentisme. Il y a également le
sur notre société, les menaces sur notre société, c'est le terrorisme, c'est la drogue, c'est le trafic d'êtres humains comme l'immigration clandestine. Les menaces contre notre économie, c'est le faux monnayage, c'est le faux médicaments, c'est la contrefaçon, etc. Le Sénégal est exposé principalement au terrorisme, mais du point de vue de la pensée stratégique, le colonel Mamadou Ack relativise. Dakar reste pour le moment une base logistique. Colonel Mamadou Ack, ancien de l'armée sénégalaise. Des trafics de drogue, des faux billets, etc. Alors, du point de vue de ceux qui analysent la stratégie sous-régionale, c'est souvent lié à une augmentation des activités terroristes. Non pas des actions directes, mais vous savez, les terroristes ont aujourd'hui quelques difficultés à se ravitailler. Et nous, dans notre pensée stratégique au niveau de la sous-région, on a pensé que les terroristes n'attaquaient pas les pays du Rimland, ce qu'on appelle les pays côtiers, parce qu'ils les considèrent comme leur base logistique. Dakar, Abidjan, Lomé, où il y a un grand trafic de marchandises, notamment à partir des ports, sont aussi les lieux de trafic de drogue, de trafic de faux billets, etc., à cause de l'activité portuaire de ces pays. Donc ces pays sont comme dans toutes les stratégies, il faut forcément une base logistique. Donc c'est des bases logistiques de ces pays qu'ils ne veulent en aucun cas attaquer, pour ne pas se retrouver coincés dans l'interland sans avoir de sortie. Dakar, zone de transit, base stratégique, la sous-région, zone d'opération. L'argent du trafic nourrit le terrorisme là-bas. Ça veut souvent dire que les terroristes, dans leur zone d'action, se préparent à une montée en puissance, en recherchant les ressources nécessaires, parce que c'est de la drogue et du trafic qu'ils tirent souvent leurs ressources. Donc il faut peut-être s'attendre d'ici quelques temps au niveau du Mali, etc., à des attaques terroristes, à des actions terroristes dans leur zone d'intérêt, qui est notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Voilà donc un peu ce qu'on peut dire sur ça, en attendant d'avoir plus d'éléments sur ce qui se passe. Merci, colonel Ack. Pour limiter ces activités criminelles, le colonel Sankoum Fati demande aux renseignements de monter en puissance et aux populations de collaborer davantage. RFI Sport. L'actualité des sports, c'est avec vous, Manel Junior Diagne. Bonjour. Bonjour, Suleiman. Suite des quarts de finale de Ligue des Champions, le champion en titre accueille le Real Madrid. Manchester City, sur ses terres en Angleterre, reçoit l'équipe la plus titrée de cette compétition de Ligue des Champions européenne, le Real de Madrid, à l'aller. Le score était de 3 buts partout, une rencontre d'un autre niveau que les amateurs de foot attendent. À partir de 19h aujourd'hui, l'autre rencontre de quart de finale va opposer le Bayern de Munich à Arsenal. Ces deux équipes avaient également fait match nul, 2 buts partout. On termine avec les résultats d'hier avec le Paris Saint-Germain qui a réalisé l'exploit de renverser l'équipe du FC Barcelone sur sa pelouse en Espagne sur le score de 4 buts à 1. Les Barcelonais passent pour les demi-finales et vont affronter très prochainement l'équipe du Borussia Dortmund. Coupe du Sénégal, début des 32e de finale ce soir chez les seniors. Chez les seniors, avec au stade Amadou Barry de Guédiawaye, l'AS Douane en deuxième division qui reçoit l'équipe de Assur de Richard Toll. US Parcelles joue contre l'équipe de Teungueth FC, leader de la Ligue 1 sénégalaise. À Saint-Louis, l'étoile polaire joue au stade Mawade Wade contre Agel de Rufisque. Et au stade Magnan Soumaré à Thiès, COT de Thiès joue contre l'équipe de Don Bosco. La balle au panier ce soir au Stadium Marius Ndiaye pour lancer la 10e journée chez les filles. Chez les filles, à 17h30, Debalog joue contre l'équipe de Jamagun. Et chez les hommes, match avancé pour le compte de la 14e journée avec l'équipe invaincue en championnat, l'AS Douane, qui croise l'équipe de Sibac. Les douaniers ont connu leur première défaite, c'était hors championnat en coupe le week-end dernier. Ils seront à la relance avant d'entamer le mois prochain la Basketball Africa League à Dakar Arena à Diamniadio. Sodetiam s'est intéressé
à cette rencontre. Leader de la poule A avec 10 victoires en autant de sorties, ce qui lui vaut ses 20 points, l'AS Douanes veut continuer à surfer sur la vague de la victoire en championnat face à l'équipe de Sibac. L'entraîneur des Gabelous a tiré des enseignements de la défaite du week-end dernier, Mamadou Gueye Pabi. Ça fait partie intégrante du sport. Aujourd'hui tu gagnes, demain tu perds, maintenant on passe à autre chose. Tirons les enseignements de cette défaite et continuons le travail parce qu'il y a d'autres échéances qui nous attendent. Mais il va falloir qu'on progresse dans tous les comportements du jeu, au niveau de la même, au niveau des shoots, au niveau de la défense, parce que en basketball, la responsabilité elle est individuelle avant qu'elle ne soit collective, comme nous dit de se faire que le rôle borom. Donc il va falloir travailler tout cela. Donc il nous reste encore du chemin à faire. Classé 6e avec 12 points, Sibac compte jouer ce match à fond. L'entraîneur du club de la SICAP ne se focalise pas sur la défaite de l'AS Douanes en Coupe Saint-Michel. Ibrahima Meng s'attend à un match difficile. Ça va être un match décisif, capital pour nous, que nous voulons vraiment gagner pour continuer d'exister dans ce championnat. Puis on a notre chance en mai. La Douane a perdu un match de coupe, mais c'est un match de coupe est vraiment différent par rapport au championnat. Ce qui nous reste, nous, c'est de focaliser sur notre match et avoir beaucoup de concentration sur ce que nous faisons surtout. Et puis jouer d'une manière extraordinaire devant notre adversaire. Et je pense qu'on a beaucoup travaillé sur ça. L'AS Douane, déjà qualifiée pour les playoffs, fera face à une équipe de la SICAP qui cherche une place en playoffs. Retenez que lors de la phase aller, c'est la Douane qui avait battu le Sibac par 60 à 55. Voilà Suleiman, c'est tout pour les Actus Sport. Merci Malal. L'autoroute de l'avenir vous offre votre revue de presse. La presse du jour, lue et commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Premier saut diplomatique de Diomaye Faye ce jeudi à Nouakchott. Et pour un début, c'est plutôt la prudence. Le nouveau chef de l'État du Sénégal saute à pieds joints près du cocon familial. La diplomatie des petits pas dans la sous-région. Diomaye donc sera en Mauritanie ce jeudi en jeu d'une première sortie symbolique. Boss le jour note que c'est pour accélérer les pas de Grand Tortue, le gaz et le gaz Dakar-Nouakchott à cet mariage de cœur et de raison et non sexuellement. Le journal Le Soleil. L'économie Magaï Gaï confie à l'I-Quotidien que les déplacements liés aux urgences sur l'exploitation du pétrole et du gaz. À la scène, lui aussi économiste, d'informer que la plus grande plateforme se trouve en Mauritanie, estimée à 25 000 milliards pieds cubes. Il a choisi un pays voisin en lieu et place de la France. Point de vue à tout le moins indiscutable, car de ce point de vue, Diomaye s'est plutôt inscrit dans la tradition, la coutume, comme le relève d'ailleurs le journal L'Observateur. Abdoulaye Wade ou encore Macky Sall avaient au préalable tous rencontré leurs homologues africains avant de s'envoler pour des horizons lointains occidentaux notamment. Après donc Touba Tivaouane, Diomaye à l'étranger proche, le quotidien parle de petits pas dans la sobriété. Il est attendu dans les prochains jours aussi en Gambie. Mais avant, le chef de l'État accélère la cadence. Aujourd'hui même, premier conseil des ministres, relève Sud Quotidien. Attendu dans les prochains jours aussi la déclaration de politique général du Premier ministre. Walfadri tire la sonnette d'alarme. Gros risque pour Ousmane Sonko qui pourrait donc faire face à une motion de censure, relève la publication. Alakan, un membre du cabinet du PM et figure de la gauche sénégalaise, soutient que le nouveau régime est prêt, en tout cas, à, je cite, enterrer le système. Invité de la rédaction du Boss le jour, il frappe fort dès la tribune et de promettre que la lumière sera faite sur l'affaire du Prodac, l'affaire des 94 milliards de francs CFA aussi. Il veut que les militaires français dégagent et de promettre que si Amadou Ba veut rester chef de l'opposition, eh bien, il bénéficiera de tous les avantages. Les nouveaux visages de l'opposition, justement, l'info nous dit que la paire et ses alliés de Benno incarnent la nouvelle opposition. Amadou Ba, le leader de l'opposition, et qui pourrait compter sur les forces libérales symbolisées par le PDS. Amadou Ba, Macky Sall, qui a trahi qui? Le journal Tribune s'interroge. Plus de questions donc ce matin que de réponses. Pourquoi l'ancien Premier ministre est passé de la position d'incontournable à celle de banni entre le report de la présidentielle et l'exploitation des ressources gazières? Quelque chose s'est passé là, se perd en conjecture le confrère. La douane sénégalaise qui multiplie les saisies après la drogue, l'argent en toc et la saisie estimée à 5 milliards de francs CFA. Le journal parle de criminalité transfrontalière. Bassirou Diomaye Faye et Amadou Mame Diop, la rencontre, que se sont-ils dit?
midi, le journal Les Échos informe que les deux chefs d'institution ont discuté de la nécessité de collaborer. L'exécutif et législatif, ce d'autant que le nouveau régime a besoin du soutien de Bénin pour faire passer la loi de finances rectificative et la suppression de certaines institutions de la République. À la une de l'Observateur, Direction générale de la police nationale, des changements annoncés à la tête de la police. Mame Seydou Ndour pressenti à la direction générale. Selon le journal L'Obs, il devrait avoir comme adjoint Amadi Lam. Et puis sport, Ligue des champions, qualification en demi-finale, Paris qui réussit la remontada à Barcelone, battu 3-2 à l'aller. Le PSG a réussi donc mardi hier l'exploit de renverser le FC Barcelone 4-1 en Catalogne grâce à Dembélé, Vitinha et surtout Mbappé, auteur d'un doublé, et retrouve les demi-finales de Ligue des champions, une première depuis 2021. Face à Manchester City ce soir, Bellingham pour sauver le Real Madrid. Match donc à suivre. À l'aller, les deux équipes se sont neutralisées, 3 buts partout. City Real donc, le choc des favoris. Bonne nuit à tous. L'autoroute de l'avenir vous a offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue qui démarre à 12h37. Quelle diplomatie pour le Sénégal sous la présidence de M. Bassirou Diomaye Faye, le nouveau chef de l'État. Nous allons donc débattre de la politique étrangère du nouveau régime avec son Excellence M. Mamadou Fall, diplomate de carrière à la retraite, ancien ambassadeur et ancien secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Mamadou Fall, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec le docteur Lamine Sarr, enseignant-chercheur à l'université numérique, Cheikh Hamidou Kane, spécialiste en relations internationales. Lamine Sarr, bonjour. Bonjour. Je commence avec l'ambassadeur Mamadou Fall. Comme vous le savez, le président Bassirou Diomaye Faye va consacrer ou alors réserver sa première visite à l'étranger, à la Mauritanie. On annonce également une visite en Gambie. Même si ce n'est pas une nouveauté, c'est une sorte de confirmation d'un changement de paradigme noté ces dernières années en matière diplomatique. Peut-on s'attendre ou doit-on s'attendre à une inflexion majeure de la politique étrangère du Sénégal, d'après vous? Bonjour, donc c'est une question un peu difficile. Parce que c'est un régime qui vient d'arriver. On connaît un peu les prévisions qu'ils ont faites pour la gouvernance, disons, extérieure. Et bon, personnellement, moi je pense que avec ce pays-là, on ne peut qu'améliorer le niveau de la coopération. On ne peut qu'améliorer. Je pèse bien mes mots, parce que ce n'est jamais suffisant d'aménager les meilleures relations avec le voisinage immédiat. Et ça, c'est une règle générale parce que vous parlez de la diplomatie et de la politique étrangère, c'est pas la même chose. Exactement, vous avez raison. Voilà, parce que la politique étrangère, c'est celle qui est en haut. C'est une politique publique. Aussi simple que ça. C'est une politique publique que les Anglais appellent la foreign policy, SPA, analyse, et donc il y a toute une doctrine d'analyse qui traite de cette question-là. Donc ça, c'est la politique extérieure, c'est la politique étrangère. Et en dessous, donc ça, c'est le président, la diplomatie au sommet, mais également c'est la diplomatie avec les affaires étrangères. Au-dessous, il y a maintenant la diplomatie pure et simple, qui est un échelon d'un département qui met en œuvre. On parle surtout de conduite de la politique étrangère. Donc, il y a les deux, il y a nuance. N'est-ce pas? Peut-être une question de relance pour vous, c'est-à-dire en théorie ou idéalement,
qu'est-ce qu'il faudrait faire justement au plan diplomatique? Bien naturellement, il y a la carte diplomatique déjà. On sait que cette carte bouge beaucoup ces dernières années. On a ajouté des ambassades, des représentations, on en a éliminé d'autres, etc. Si vous aviez à conseiller, voilà, je poserai la question comme ça. Si vous aviez à conseiller, quelles sont les mesures au plan diplomatique qu'il faudrait favoriser? Diplomatique, elle est bonne. Elle est bonne. Et je me rappelle très bien, dans les années 80 et quelques, il y a eu des réformes qui étaient dictées par des contraintes budgétaires. Et les gens avaient supprimé, sans trop regarder, beaucoup de missions diplomatiques. À l'époque, il y avait un groupe d'ambassadeurs, c'était mes grands, ils étaient réunis et moi j'assurais le secrétariat de leur réunion. Et à l'époque, par exemple, il y a des choses qu'on a rectifiées, c'était important. On avait supprimé, par exemple, l'ambassade de Moscou. Je crois même, on avait même supprimé l'ambassade de Gambie, etc., des coupes budgétaires pour faire des économies. Mais après, dès qu'on est arrivé, nos aînés ont dit non, ça, c'est pas possible. Le Sénégal ne peut pas se permettre d'être absent des pays qui sont au Conseil de sécurité. Donc, on a tout de suite rétabli Moscou, on en a fait une ambassade, maintenant c'est terminé. Depuis lors, personne n'a songé à les enlever. Donc ça, c'était un bon ancrage. C'était un bon ancrage, je crois qu'il faut maintenir. Donc il n'y a aucune raison de changer. Mais maintenant, il y a le contenu des relations. Le contenu des relations, on peut l'augmenter ou le réduire. Mais pour le moment, le principe d'avoir des représentations diplomatiques dans tous les pays membres du Conseil de sécurité, ça, c'est acquis. N'est-ce pas? Si vous le permettez, je vais peut-être introduire le docteur Lamine Sarr. Je rappelle qu'il est enseignant-chercheur à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, spécialiste en relations internationales. Docteur, les visites aux pays les plus proches, la fameuse doctrine des cercles concentriques chère à feu Léopold Sédar Senghor, le premier président de la République du Sénégal. Dans le contexte actuel, c'est un geste symbolique ou pour vous c'est plus profond que cela? Est-ce qu'on a des marges de manœuvre? Est-ce que le président Bassirou Diomaye Faye a des marges de manœuvre pour sortir du tropisme occidental, européen, de la diplomatie sénégalaise pour se recentrer, disons, sur la diplomatie du voisinage? Oui, je pense fondamentalement que c'est symbolique, très certainement, et comme l'a sous-entendu tout à l'heure monsieur l'ambassadeur, la politique étrangère et la diplomatie, c'est effectivement deux choses différentes, et c'est des choses qui sont liées au symbole. Donc quand on fait une première visite en Mauritanie et en Gambie, c'est un message qu'on envoie à ces pays-là, mais également à l'opinion publique sénégalaise. Ça, c'est un premier point. Mais ça ne s'arrête pas là. Je rappelle tout simplement qu'on parle depuis quelques semaines, depuis quelques mois du pétrole et du gaz au Sénégal, et il y a une bonne partie de cette exploitation-là qui va être faite en collaboration ou en tout cas à la frontière avec la Mauritanie. Donc il est important d'aborder ces questions-là également. Ça, c'est une chose. Concernant la Gambie, vous voyez la situation historique et la proximité géographique que nous avons avec ces pays et qui intervient directement ou indirectement selon où on se place dans la résolution la résolution définitive, on va dire ça comme ça, de la crise en Casamance. Donc tous ces débats-là, ces aspects-là vont être, à mon avis, soulevés lors de ces différentes. Donc c'est à la fois des visites symboliques et je pense que c'était la bonne décision à prendre, c'était effectivement de commencer par le voisinage proche, que ce soit la Gambie, le Mali, etc., les Guinées et la Mauritanie, de commencer par ces pays-là. Et c'était une bonne décision également parce qu'il y a des points économiques, stratégiques, diplomatiques qu'il faut aborder, étant donné que le Sénégal a toujours joué quand même un rôle assez important dans son voisinage proche et dans la sous-région de manière générale. Donc, ça me semble cohérent et pertinent de s'inscrire, en tout cas, dans ce respect du premier cercle concentrique, comme l'appelait le président Senghor, et
comme l'ont conçu les diplomates sénégalais depuis 1960. Mais si on suit votre logique, normalement, le Mali, c'est le premier client du Sénégal en termes d'exportation. La Côte d'Ivoire, c'est un géant de l'UEMOA. Le Nigeria, c'est le géant non seulement de la CEDEAO, mais de l'Afrique. Est-ce que ça voudrait dire que le président Diomaye Faye devrait continuer justement dans le cadre de ces cercles concentriques? Peut-il simplement se passer de cette dépendance qui s'est engagée à défaire justement des pôles de puissance économique, stratégique et militaire que sont les pays de l'Occident, en particulier de l'Europe occidentale et des États-Unis? Je ne pense pas, en tout cas, pour ce que je sais du programme et des discours que j'ai pu entendre, écouter et suivre ça et là, que ce soit pendant la campagne ou même avant, je n'ai pas l'impression que l'objectif en matière de politique étrangère soit de tout casser, de tout renouveler. Je pense qu'il y a certainement, et très certainement, une volonté plutôt de diversifier et de faire respecter les intérêts du Sénégal en matière de politique étrangère. Moi, c'est comme ça que je le lis. Et je pense que vous parlez du Mali, très certainement, peut-être qu'on ne connaît pas encore l'agenda, mais très certainement qu'une visite au Mali serait également opportune. Je rappelle tout simplement, peut-être que si le Mali n'est pas visité actuellement, c'est parce que, comme vous le savez, il y a actuellement quelques soucis de politique interne au Mali, peut-être que ce n'est pas le moment, etc. Donc tous ces pays-là, le Mali, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, tous ces pays-là qui nous sont proches, soit au sein de la CEDEAO ou de l'Union africaine, vont très certainement attirer l'attention du président qui va se rendre dans certains de ces pays. Et le fait de vouloir diversifier, je fais remarquer que dans l'appellation, par exemple, du ministère actuel, c'est le ministère de l'intégration africaine et de la politique étrangère. C'est cela. Et je pense que les mots ont leur sens. C'est-à-dire que quand vous mettez en avant l'intégration africaine, c'est qu'à la lecture que j'ai de tout ça, c'est que la politique étrangère va aider principalement, pas que ça, mais va aider surtout à l'intégration africaine. C'est un objectif de politique étrangère fondamental pour ce gouvernement. C'est comme ça en tout cas que je le perçois. Et je pense qu'ils vont s'atteler à ça, mais ça n'empêche pas au Sénégal de s'ouvrir, de garder de très bonnes relations avec les puissances occidentales traditionnelles et de s'ouvrir aux puissances émergentes, ceux du BRICS et des pays du Golfe ou du Moyen-Orient et certains pays même d'Amérique latine qui sont en train de s'affirmer. Et c'est le rôle d'une diplomatie de faire ça. Là où vous pensez que vous pouvez avoir des intérêts ou en tout cas nouer des relations qui peuvent être bénéfiques pour le pays, mais il faut le faire tout en respectant le droit international bien évidemment et tout en sauvegardant les intérêts de votre pays. N'est-ce pas? Merci docteur. Monsieur l'ambassadeur Mamadou Fall, quel devrait être le positionnement du Sénégal justement dans ce nouveau monde bipolarisé entre l'Occident traditionnel et les nouveaux pôles autour des BRICS, de la Russie en particulier, et les puissances émergentes économiques notamment dans la région du Golfe? Le Sénégal devrait-il s'ancrer ou alors rester la diplomatie un peu neutre, disons, capable de parler à tout le monde? Quel est le positionnement idéal pour notre pays, d'après vous? Bon, moi je pense d'abord qu'il faut tracer un peu un cadre, même si ce n'est pas de manière figée. On est dans une période de ce qu'on appelle la stabilité hégémonique. Encore caractérisée par une puissance, une hyperpuissance, c'est les États-Unis. Mais en même temps, on est dans une espèce d'interrègne où justement se dessinent les grandes lignes des changements futurs. Donc c'est une phase extrêmement compliquée où il faut justement faire très attention aux décisions qu'on prend. Alors, donc, c'est caractérisé par la crise Ukraine-Russie. C'est un conflit, géopolitique ou géostratégique. Et ensuite, en même temps aussi, un changement de modèle. Aujourd'hui, le modèle qui était axé sur le dollar, bon, il y a quelque part des remises en cause. Vous avez parlé des BRICS. Moi, dans ce jeu-là,
je pense que le Sénégal doit peut-être mettre l'accent sur un certain nombre de choses. Et je pense que les premières mesures annoncées par le président Diomaye sont extrêmement encourageantes. Par exemple, la question monétaire, d'abord, c'est important. Parce que dans ce nouveau monde qui va se constituer, je pense que beaucoup de pays, en tout cas un pays comme le Sénégal, doit se mettre dans une posture où il peut développer à peu près des politiques respectueuses de ses intérêts vitaux. N'est-ce pas? Donc, de ce point de vue-là, je suis très à l'aise. Je partage parfaitement l'idée du président Diomaye d'aller vers une monnaie nationale. Merci. Qu'elle soit dans le cadre d'une monnaie unique, un système monétaire unique, ou d'un système de monnaie commune. Il y a les deux. N'est-ce pas? Merci. Mais il faut être ouvert à ces choses-là et faire son choix le moment venu. Mais la première étape, c'est d'avoir une monnaie nationale. N'est-ce pas? Merci, monsieur l'ambassadeur Mamadou Fall, diplomate de carrière à la retraite, ancien ambassadeur et ancien secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. En 30 secondes, docteur Lamine Sarr, l'ambassadeur évoquait tout à l'heure les crises, disons, géopolitiques, géostratégiques. En filigrane, il y a cette affaire entre l'Iran et Israël, et entre Israël et la Palestine. Le Sénégal a été très très peu audible sur cette question, quoique le pays qui dirige le comité sur les droits inaliénables des Palestiniens, est-ce que quelque part la diplomatie, disons, économique et l'enjeu ne l'a pas emporté sur l'essentiel, c'est-à-dire une authenticité qu'avait la diplomatie sénégalaise? Est-ce que ce ne sont pas les équations à résoudre pour la diplomatie sénégalaise actuellement? Oui, fondamentalement. Je pense que sur le point que vous venez de citer, sur la situation au Moyen-Orient, le Sénégal doit retrouver son rôle et sa parole. Et elle est entendue. Il faut qu'on soit conscient de ça. Nous sommes un pays qui a quand même écouté pour ce que nous sommes, pour ce que nous faisons, pour la diplomatie que nous avons, pour la situation politique interne que nous avons également depuis quelques décennies. Nous sommes écoutés. Et donc, il faut que le pays retrouve son statut. Le pays doit mettre en avant le respect du droit international. C'est fondamental. La diplomatie sénégalaise doit œuvrer en faveur de ça et se faire entendre. Et nous avons été, et il ne faut pas se le cacher, nous avons été toujours, en tout cas au moins peut-être ces 2 dernières décennies, nous avons quand même été un pays qui a toujours milité en faveur de la naissance d'un État palestinien. La cause palestinienne a toujours été quelque chose d'assez important pour la politique étrangère du Sénégal. Et je pense que c'est la posture à avoir pour respecter et faire respecter le droit international. Merci. Et en faisant cela, je pense que nous pouvons retrouver de manière pratique et de manière orale, on va dire ça comme ça, le rôle que nous devons jouer notamment dans les organisations internationales. Merci Dr Lamine Sarr, enseignant-chercheur à l'université numérique, cher Hamidou Kane, spécialiste en relations internationales. Nous vous retrouverons tous les deux dans la version Wolof de ce mini-débat. Ce sera dans un peu moins d'1 heure. Pour l'instant, c'est la fin de cette édition à 12h54. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé, à la rédaction en chef et